Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin. Bretagne, nous sommes de retour après 5 semaines d'absence, 5 trop longues semaines, vous nous avez manqué. On en a profité pour vous préparer de belles émissions, à commencer par celle-ci. Alors, ce matin, on vous embarque pour 52 minutes de bonne humeur, comme toujours, autour de notre invité fil rouge, Jean-Marc Rouet, président de la Brittany Ferries, cette compagnie maritime avec une épopée extraordinaire. Il nous racontera toute cette histoire. Et puis, c'est une compagnie qui aujourd'hui emploie 3000 salariés et qui est aujourd'hui le premier employeur de marins français, on ne le sait pas forcément. On parlera également d'autopartage avec Stéphane Gramont et son invité Didier Wall, cofondateur de Cityroule, l'un des pionniers dans ce domaine. Nous retrouverons aussi Virginie Jourdan, toujours attentive à l'environnement. Elle nous parlera de l'impact environnemental du numérique. Et vous allez voir, on a quelques surprises. Un centre de recherche à Lannion étudie et passe au crible justement les dépenses énergétiques des data centers. Vous le verrez, c'est pas triste. On parlera bien sûr également de mots bretons avec l'ami Maël Le Guenec et puis d'emploi avec Sébastien No. Et puis on vous réserve une petite surprise avec une nouvelle rubrique, ça s'appelle le défi de Billy. Vous verrez, il ne recule devant rien. Eh bien écoutez, autant de bonnes raisons de rester avec nous. Vous faites comme moi, vous prenez un petit café, vous vous installez. On se retrouve tout de suite, 9h50 le matin. C'est parti. Bonjour à tous, voilà, nous sommes installés avec un bon petit café. Moi, je suis extrêmement bien entourée, regardez, 4 hommes, incroyable. C'est pas beau ça? Bonjour Maël, bonjour Laurence. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour Didier Wall. Bonjour. Bonjour Jean-Marc Rouet, bienvenue Bonjour. à vous. On est très très heureux de vous avoir à nos côtés. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes né, vous, à la maternité de Landivisiau en 1968, sacrée année. Mais votre fief à vous, c'est l'exploitation familiale au lieu-dit, le Mazerun, je prononce bien, sur le canton de... Mézarun. Mézarun. Le chêne sur la colline. Oui, sur le canton. Ah oui, c'est ça que ça veut dire? Oui. Enfin, généralement, quand vous avez maize au début de l'annonce, c'est le fruit du chêne. Voilà. Mais Le Guenec confirme. Oui, tout à fait. Alors, c'est sur le canton de Saint-Paul-de-Léon. C'est ça, c'est votre Bretagne, c'est à laquelle vous êtes vraiment très attaché. Hein. Vous êtes un terrien, mais gagné par la passion de la mer quand même. Hein. On le verra tout au long de cette émission. Oui. Un Léonard Purju qui est devenu en 2007 patron de la Brittany Ferries, compagnie maritime finistérienne bien entendu. Un nom emblématique, c'est devenu une marque bretonne au fil des années. On avait envie d'en savoir plus sur vous, alors je vous propose de tirer un premier petit papier qui est devant vous. Allez-y. On va voir ce qui va sortir. OBS. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, OBS? OBS, c'est l'Organisation bretonne de sélection. Donc c'est une coopérative, c'est une union de coopératives qui regroupe toutes les coopératives légumières du Nord-Bretagne. Je suis le président de l'OBS aussi, donc je suis toujours président de coopérative, je suis toujours agriculteur. Et en fait, donc cette coopérative a pour mission de multiplier et créer les nouvelles variétés qui vont être utilisées par les producteurs de la marque Prince de Bretagne. Je prends un exemple, on va être dans quelques années les seuls producteurs de France et d'Europe à bénéficier d'une variété d'échalotes résistante au mildiou, autrement dit qui n'aura pas d'application de fongicides produits de synthèse. Voilà. Donc c'est une création et on se bat contre des grands noms de la phytopharmacie et de la création variétale que j'évite de citer parce que c'est mes concurrents, et de deux qui sont gigantesques par rapport à nous, puisque l'OBS c'est 3 600 000 euros de chiffre d'affaires, c'est un peu plus de 20 salariés permanents. Mais on fabrique des choses aussi grandes que les grands de ce monde de la création variétale. Donc vous êtes un agriculteur dans l'âme, quasiment. Hein, je suis agriculteur. Avant de rentrer dans le studio, j'ai appelé mon chef sur mon entreprise agricole, puisque je suis toujours producteur. Et là, ce matin, ils sont dans les récoltes de pommes de terre, sous abri et de mini-carottes. Voilà. Double vie. Sous la neige, un peu quand même. Ah bah dans non, le Finistère, il neige. Vous allez nous confirmer, vous, chez vous. Il neige pas encore. Voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer vos petits messages sur 9h50. Une petite photo de neige. Une petite photo de neige dans le Finistère, voilà, effectivement. Je vous propose de tirer un deuxième petit papier. On va voir un petit peu une figure marquante dans votre vie, qui évidemment va dire quelque chose à tout le monde, et forcément... J'avais deviné avant de l'ouvrir. Sans blague. Avec votre présentation. Alexis Gourvenec. Qu'est-ce qu'il évoque pour vous, Alexis Gourvenec? D'abord, on va replacer un petit peu pour nos téléspectateurs qui il est, cet homme-là. Alexis aurait eu, le 11 janvier dernier, 81 ans. Il a été... ça a été... Pour moi, c'est la tête pensante qui a donné une émancipation à l'agriculture bretonne.
Alors ça a démarré par le lion finistérien, puisqu'il était producteur de légumes au départ. Il est devenu ensuite éleveur de porcs. Par contre, parce qu'il avait, il avait une ambition pour ce secteur qui était en développement, l'agriculture. Et je pense qu'il avait aussi... l'agriculture, les agriculteurs sont des créateurs. On part de rien, en fait. Le sol ne nous appartient pas. Enfin, si, pendant une certaine période, notre vie professionnelle, après, il n'est plus à nous. Et la graine, ou ce qu'on cultive, en fait, c'est tout petit et on produit des tonnes, des centaines de tonnes. Et en fait, de cette genèse-là, Alexis trouvait que ces gens-là n'étaient pas à leur place dans l'économie réelle, dans l'économie du moment. Il a donc voulu que ces gens-là prennent leur avenir en main. C'est la création. C'est d'abord le syndicalisme agricole en 52-55. C'est ensuite l'organisation professionnelle agricole par le biais de la création des groupes coopératifs, dont Prince de Bretagne, la marque est issue. C'est SICA de Saint-Paul, UCPT, Terre de Saint-Malo, mais qui sont regroupés autour d'une marque. Donc tout ça, c'est la création. Et aussi, au bout d'un moment, des paris, c'est Brittany Ferries, en disant, écoutez, on souhaitait avoir un port en eau profonde à Roscoff pour pouvoir acheminer nos produits légumiers de l'autre côté de la Manche, chez des clients potentiels, qui allaient rentrer dans le marché commun. Bon, là, ils vont sortir, mais bon, peu importe. On en reparlera peut-être. Qui allaient rentrer dans le marché commun, et il n'y avait pas de ligne maritime. Mais en fait, l'ambition d'Alexis Gourvenec et de ses collègues, c'était pas d'être armateur. C'était de pouvoir bénéficier des infrastructures équivalentes. C'est le réseau routier breton, c'est la téléphonie automatique. La Bretagne a été très très longtemps très en avance sur les moyens de communication. On a été les expérimentateurs de Minitel. Alors, le Minitel, c'est l'ancêtre d'Internet, il faut quand même le savoir. Ça a créé le pôle de Lannion en matière donc, de télécommunication. Donc, ça a créé beaucoup d'emplois. Alors, aujourd'hui, je pense que si les outils de cyber sont basés autour de la ville de Rennes, et en Bretagne en particulier, c'est aussi pour ça. C'est bien sûr pas un hasard. Et c'est votre mentor. Voilà. Et donc, en fait, sa formule, c'était de dire, tant pis, on va quand même pas faire faillite avec un port qui n'aura jamais vu de bateau. Donc, il a dit, on va être aussi armateur. Donc, c'est de la création, parce que c'est réfléchi, il y a une vision, c'est réfléchi, mais en même temps, à certains moments, tant pis, s'il faut le faire, on va le faire avec un pari. Vous avez donc pris sa suite, Alexis Gourvenec, on l'évoquera un peu plus tard dans cette émission. La presse locale titrait « Un jeune paysan légumier de 39 ans, Alexis Gourvenec a nommé son successeur ». Voilà, on évoquera cette histoire-là tout au long de cette émission. Je sais que vous admirez bien sûr les agriculteurs, justement, pour c'est quasiment un sacerdoce, c'est un métier dur. Je vous le disais en préambule, nous on vous réserve une petite surprise à vous, téléspectateurs. Billy a rejoint l'équipe de 9h50 le matin et on lui a lancé un petit défi. C'est un petit peu comme un bizutage, enfin pas tout à fait, vous allez voir. Alors oui, bonjour Laurence. Effectivement, vous m'avez lancé le défi d'être un agriculteur pour un temps. Donc on va en compagnie de Mika, qui depuis que je suis arrivée apparemment a trouvé l'amour de sa vie. Donc nous allons procéder à la rentrée des vaches. On va leur donner à manger et puis après on va les traire. Alors pour nous accueillir aujourd'hui ici, nous avons Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Billy. Ça va bien? Oui, très bien. Alors du coup, comment ça se passe? On leur met à manger d'abord, c'est ça? D'accord, je te propose qu'on repousse un peu le fourrage. Ok. Bon, alors à toi. Donc, on y va. Et je le pousse comme ça à manger, ça. Voilà. Oh putain. Alors ça se fait pas normalement par un... Tu te sers de ton genou comme ça, tu vois. Hop. Ah oui. Hop. On sent tout de suite forcément la maîtrise du bonhomme. Ça se fait pas normalement avec un tracteur, ce truc? Oui, ça va, Voilà, c'est plus c'est ça. facile. C'est qu'aujourd'hui, pour Il y a un peu de moi, fourrage. on m'a fait faire des choses beaucoup plus compliquées. Alors attends, je suis gaucher, droitier. Est-ce qu'on va... Putain, mais c'est hyper lourd. Donc, voilà. Ça, c'est bien, les filles. Donc, vous allez pouvoir manger. Et une fois qu'on leur a donné à manger, donc là, on a bien compris que normalement, ça se fait de façon très facile. On les rentre avec Mika, c'est ça? Oui. Ok. Alors, on va rentrer tout de suite les vaches. Elles risquent pas de nous manger? Comment c'est Ok. Parce que moi, je suis un gars de la campagne, mais je n'ai jamais fait ça de ma vie. D'accord. Donc, il va On falloir va bien m'aider quand rigoler même. alors. Alors, on rentre les vaches. Ok. Allez Billy, on vous laisse rentrer les vaches et on vous retrouve tout à l'heure. L'amour de sa vie. Ah c'est clair, c'est réglé, Mika, ça. là il n'y a pas à dire. Maëlle, je me tourne vers vous et tous, les vaches, vous savez opérer là, un peu mieux que Billy ou pas? Oui, enfin, sur l'exploitation que je drive maintenant, mon père et ma mère, par le passé, avaient des vaches laitières. Donc la zone légumière
petit à petit vu des vaches partir pour les faire remplacer par des légumes dans les champs, enfin peu importe. Et puis, durant ma formation, puisque j'ai une formation agricole, hein, j'ai fait ma formation au départ au Nivote, j'ai fait un stage de 3 mois dans une exploitation laitière. Et vous avez les bonnes chaussures, pas comme Billy. Ah, là, pas ce matin, non. Mais j'ai les bottes, il n'y a pas de sujet. Vous avez les bonnes. Alors, vous évoquiez justement l'exploitation de vos parents. Je reviens vers vous, Maëlle. Alors, parce que chez Monsieur Rouet, on parlait breton. Vous avez été élevé en breton, d'ailleurs. Oui, avant que vous Oui, j'ai arriviez, cru entendre vous avez entendu, petit échange. on parlait en breton. Alors, c'est justement pas à Jean-Marc que je vais apprendre des mots en breton, mais j'ai choisi des mots en lien avec l'agriculture. Alors, il y a un mot qui est intéressant en breton. Comment on dit cultiver, Jean-Marc? Gounit. Gouinit, Gounit oui. légumache. On dit gagner, en fait. Gagner des légumes en breton. C'est comme ça qu'on pourrait traduire, donc c'est assez rigolo. Gagner des légumes. Ouais, gounit de légumages, quoi, quand on dit voilà, cultiver des légumes. Alors, un horticulteur, ça aussi, ça Oui, fait parce partie de que- votre formation. Oui, vous avez un BTS d'horticulture, hein, c'est ça? Sous option culture légumière. Sous option culture légumes. Attention, on saura. Non, mais faut être Oui, précis. il faut être précis. ouais, Alors, c'est vrai. horticulteur se dit liorzer, puisque liors en breton, c'est le jardin, Ouais. au sens où il y a des fleurs. Voilà. Quand c'est un champ, on va dire plutôt parc. Donc, quand c'est un champ avec des fleurs ou un jardin, on dit liors. Alors, les légumes, c'est le légumage, ça, c'est pas très compliqué. Et puis, s'il y a bien un légume emblématique du Léon, le chou-fleur, Ah, ouais. on dit caulefleur. Vous dites caulefleur aussi? Colfleur. Donc fleur, c'est fleur. Fleur, c'est Ah, fleur. voilà, du coup. c'est Bah fleur. voilà. Bah voilà, comme mais quoi. fleur, bah c'est non, fleur, mais je- finalement. On peut dire C'est bleu new, facile. mais il y a une différence entre fleur et bleu new. Alors, Laquelle Alors, caul, c'est laquelle les choux, Parce en que- fait. Hein. Il y a les choux fourragés, il y a différents choux. Caul poumé, donc c'est le chou pomme. frisé, le chou Chou paumé. frisé, Voilà, donc, Et le brocoli? c'est... Ah, oh, une colle. Dis donc. En fait, brocoli, c'est facile. On dit caul, brocoli, Ouais. ou on dit aussi bricoli, et j'ai trouvé aussi brouscaul. Alors, brouscaul, je ne sais pas où ça se dit. Ce qui veut dire qu'il y a quand même beaucoup de mots pour décrire le chou. Oui, mais il y en a beaucoup Parce des que choux. c'est dans la Et culture. il y en a Ouais. beaucoup des choux, même en français, des choux romanesco, il y en a un paquet. Ça prend Oignon. le chou. Ça Pardon prend le chou. Alors, je vais arriver avec une autre Ah, les une expressions, on qui est assez adore. drôle, justement, avec oignon. Oignon, en breton, qui Occupe-toi se de dit tes oignons. Ouais. oignon. Ouais. C'est pas très compliqué, mais quand on dit c'est pas tes oignons, Ah en oui, breton, alors on dit c'est pas tes patates. Ah, c'est pas ça. On dit andrase neke da batates. C'est pas ta patate. Ouais. C'est pas Bah, mal, hein. justement, je voulais te le dire. C'est moi qui te le dis. Artichaut, ça va être artichaut, ça c'est facile. Ouais. Alors, une autre variété dont on parlait, c'est les échalotes. Et les échalotes, c'est important, les échalotes bulbes et non pas les échalotes semis, n'est-ce pas? Et échalote se dit chalotes. Chalotesse. Ça, c'est pas ça, très ça va. compliqué. Non. Alors, autant j'ai pas trouvé non plus d'expression à proprement parler sur l'agriculture, j'ai trouvé des expressions sur le travail, puisque qu'on sait que c'est un métier de grand travailleur. Alors, il y en a une qui est très connue, qui est très facile, qui est très drôle. Labourzule, labour nul, Labourzule, labournule. qui veut dire tout simplement que le travail du dimanche ne vaut rien. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. En fait, je pense qu'on doit y retrouver le fait que l'agriculture, enfin l'agriculture, le monde rural a été longtemps, un peu, je dirais, sous l'égide religieux. Bien Voilà. sûr. Et donc, pour éviter que les agriculteurs ne travaillent le dimanche, en fait, la formule, oui, labourzule vient plutôt à la messe que de travailler au champ. Et il y a autre chose dont vous ne savez pas, c'est que mon père m'avait raconté que même c'était tellement, dans le Léon Phénicien, c'était une emprise telle, je ne sais pas si ailleurs c'était aussi le cas, mais si vous deviez être obligé de couper le blé le dimanche parce que ils n'avaient pas la météorologie de maintenant, mais ils avaient quand même un peu de pif. Ils savaient que le lundi, ce serait compliqué parce que c'est trop humide. Il fallait aller demander l'autorisation de moissonner au recteur de la paroisse. Ah, ouais. Comme Ce ça. qui n'arrangeait pas les choses, sachant qu'il y avait Non, quand on même un peu de imagine. boulot sur le... Allez, une dernière Sur petite l'ouvrage. expression. Allez, une petite Elle dernière. labourgret et Ouais. vekave d'abek, Ah. qui veut dire dans le travail fait, on trouve à redire. Ça me faisait bien rire. Elle labourgret et vekave d'abek. Merci, Maëlle. Moi, je trouve rien à redire à votre chronique. C'est parfait. J'en ai d'autres, hein, si vous voulez. Moi, je sais bien. Bon, on s'en garde sous le pied, on ne sait jamais. Puisque Stéphane est avec nous, avec son invité Didier Wall, on va parler maintenant d'autopartage. Est-ce que vous êtes un adepte de l'autopartage, Jean-Marc Rouy? Alors, je ne le pratique pas, mais j'essaye d'écouter mes enfants, puisque évidemment, ils sont dans l'autopartage. Alors, ce qu'on connaît le plus, c'est, j'ai oublié... Le covoiturage. Juste. Covoiturage. Voilà. Covoiturage. Et bon, j'y suis pas, mais bon, ceci étant, un transporteur de masse était déjà dans l'autopartage. En fait, il nous copie. Ah, bah, hein. c'est ça, en fait. Voilà. En fait, l'autopartage, effectivement, c'est pas nouveau, puisque Bah non. l'autostop, on pourrait dire que c'est de l'autopartage. Mais effectivement, ces dernières années, il y a beaucoup plus de formes d'autopartage
qui sont arrivés, et notamment à Rennes, il y a 13 ans quand même, le fait de pouvoir prendre des voitures en libre service. Ça s'appelle Cityroule, et c'est grâce à Didier Wall ici présent et son compère Pascal Rowe qui ont monté Cityroule en 2005. En gros, j'explique le concept très rapidement. On a des places de parking avec des voitures, et puis on s'inscrit sur une plateforme, on rentre dans la voiture avec une petite carte, on va en parler, on se sert de la voiture le temps des courses ou d'un rendez-vous professionnel, on va la ramener. Donc on paye un petit abonnement, mais on ne paye pas l'entretien, on ne paye pas l'assurance. Et est-ce que ça a marché tout de suite en 2005 ? Parce que comme vous dites, il y a des formes d'autopartage, mais dans la tête, on n'est pas forcément prêt à laisser sa voiture au garage. Alors 2005, c'était un peu précoce quand même. Au début, c'était avec mon associé Pascal, c'était un constat en tout cas sur la ville de Rennes, c'est le problème de mobilité sur les villes, les grands centres urbains autour de la voiture. Donc créer un concept d'autopartage qu'on n'a pas inventé vu que c'est né en Suisse un peu plus tôt après la guerre. C'était assez innovant. Donc on a créé la première société, donc Cityroule, sous forme de coopérative de consommateurs aussi pour essayer d'impliquer un peu plus les citoyens. Voilà, mais ça a mis un petit peu de temps quand même à démarrer. C'est encore assez confidentiel malgré tout, même si les véhicules se sont multipliés. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 55 véhicules en autopartage sur Rennes et à peu près une vingtaine de stations, différents centres. Donc ça met du temps. Il faut juste bien communiquer et bien expliquer à nos concitoyens, enfin aux gens de l'aire urbaine rennaise, que c'est un service très urbain. Enfin très urbain dans le sens... plutôt dans la métropole, ville, on va dire. métropole. Ouais. Il faut bien leur expliquer comment ça fonctionne. C'est assez simple, comme vous l'avez expliqué. Il suffit simplement d'aller s'inscrire sur son appli mobile ou sur Internet. Ensuite, on peut ouvrir le véhicule avec son mobile maintenant ou avec une carte. Voilà. Et donc, on utilise le véhicule selon son besoin, en temps et en heure. Voilà. Et ensuite, on le restitue. Alors justement, on va voir comment ça marchait. Déjà, en 2008, on était passé vous voir à France 3, parce que déjà, il y avait un petit frémissement à cause de l'augmentation du prix de l'essence, notamment, qui a amené les gens vers Cityroule. On regarde le sujet. Ce véhicule serait-il à vendre ? Non, plutôt à louer, à l'heure. On appelle cela du car sharing, en français de l'autopartage. En janvier 2007, notre journal local découvrait Cityroule et ses 2 stations de voitures en libre service. Le projet d'alors, 40 stations d'ici 2010. Aujourd'hui, c'est déjà demain. Pour les promoteurs, pas ou peu de cheveux blancs depuis, la formule a tenu ses promesses. 2 choses. La première, c'est qu'on a eu une montée en charge des abonnés qui est arrivée très régulièrement jusqu'au mois d'avril dernier, mois d'avril 2008, où là, une forte augmentation du pétrole, donc du prix de l'essence à la pompe, et à partir de ce moment-là, une augmentation très importante du nombre d'abonnés. Plus de 20 abonnés faits par mois, alors qu'on était à une moyenne de 8 à 10 jusqu'à présent. Et effectivement, dans ces nouveaux abonnés, des nouvelles têtes, des nouvelles personnes auxquelles on n'avait pas réellement pensé. Une société coopérative heureusement rattrapée par la crise. Premier réflexe attendu de la clientèle, le souci du développement durable. Mais aujourd'hui, il y a aussi le porte-monnaie. Il y a des gens qui viennent chez nous parce qu'il y a un vrai problème financier aujourd'hui. Pour remplacer la deuxième voiture notamment, on a besoin de 2 voitures et en fait c'est un coût important, ou même pour remplacer la première voiture. On envisage de faire autrement et moins cher. Et on est complètement dans l'air du temps. Mais les mentalités ont la vie dure. Une voiture, on y met autant d'amour-propre que d'essence. C'est une formule de Pierre Daninos. La quarantaine de stations qui va effectivement voir le jour d'ici la fin de l'année et le cap des 1000 abonnés franchis feront peut-être mentir le poète. Ah bah, ouais, le poète a menti. Le poète a menti. Non, alors, il y a 1000 abonnés aujourd'hui, pas plus de 1000 abonnés. Ouais, oui, donc c'est constant finalement. C'est constant, ça se développe toujours. C'est aujourd'hui opéré par Citédia, en fait, qui est la société d'économie mixte à la ville de Rennes, qui a des ambitions aussi, donc de redévelopper encore des stations et développer donc le service d'autopartage. Et vous continuez votre petit bonhomme de chemin, si je puis dire, toujours avec Pascal Rowe, en développant la commercialisation de ce système de cartes et de bornes dans les voitures, en vous adressant plutôt cette fois-ci aux entreprises, aux collectivités. Voilà, une des particularités en fait sur cette entreprise, en tout cas, c'est la ville de Rennes. On parlait de Lannion et du système technique autour de l'informatique sur Rennes et Lannion, mais c'est ce qui a permis à la création de Cityroule. On a créé l'opérateur, mais aussi le système technique, parce qu'il y avait des ingénieurs, voilà, il y avait un terreau en tout cas propice à ce genre d'innovation. Donc on a en même temps innové en même temps Cityroule. Et à partir de 2011-2012, on a fait une spin-off en tout cas de Cityroule
pour vendre juste la technologie à d'autres entreprises et à d'autres flottes, à d'autres opérateurs. Donc aujourd'hui, votre système, on le trouve où ? Alors aujourd'hui, la plateforme opère un peu plus de 5000 véhicules en autopartage en libre service. Nous sommes présents à Madrid, à Bruxelles, nous sommes présents aussi en Suisse, nous sommes présents au Luxembourg. Nous opérons la plus grande flotte d'autopartage au monde avec celle d'Orange, qui a aujourd'hui 2500 véhicules en autopartage. Donc, Orange l'entreprise, pas la ville. Orange l'entreprise, voilà, Orange, pardon. Ah bah oui. on est présent dans plusieurs pays et donc on continue notre expansion. Aujourd'hui, effectivement, cette plateforme, en tout cas le libre-service, est extrêmement puissante et développe des innovations qui intéressent les entreprises. Justement, ça marcherait avec une flotte, par exemple, pour une grosse coopérative ? Tout à fait. En fait, on s'adresse à des flottes, en tout cas, à partir de 50 véhicules. On peut partager la ressource. L'objectif, c'est vraiment de partager la ressource pour qu'elle soit utilisée au mieux par ses salariés et ses collaborateurs. Donc, on s'adresse effectivement à des entreprises type Brittany Ferries. Je ne sais pas combien de voitures, en tout cas, à la Brittany Ferries, mais c'est en tout cas... Le nombre de bateaux, c'est facile. Il n'y a pas de problème, il est incollable. Et sachez aussi que notre plateforme permet de partager non seulement les voitures aujourd'hui, mais on partage donc les vélos, toujours au sein de l'entreprise, et on partage des bateaux. On a un programme, en tout cas sur l'Orient, pour partager des bateaux en location. Toujours, il y a de la concurrence, non, je ne pense pas. Ça devrait aller. On ne partage pas encore des ferries, en tout cas, mais justement, ça se développe. Merci Didier, merci Stéphane. Les ferries, justement, on va en parler maintenant. Qu'est-ce qui fait l'identité aujourd'hui de la Brittany Ferries ? Qu'est-ce qui fait ses spécificités, finalement ? Le mot qui a été employé là, à plusieurs reprises, coopérative. Coopérative. En fait, c'est le regroupement des forces. C'est-à-dire les individus se regroupent dans ce qu'on appelle, nous, quand on nous fait les études agricoles, alors les miennes sont un peu anciennes, mais je pense que ça existe toujours, c'est ce qu'on appelle, quand on se regroupe au bénéfice de l'effet de groupe. C'est-à-dire qu'on va chercher plus d'effets positifs pour la population concernée que d'effets négatifs. Alors, je fais juste un peu de cours. Donc ensuite, vous avez le contraire, qui est l'effet de masse. Où en fait, la masse, le regroupement, apporte plus d'effets négatifs que d'effets positifs. Donc juste, c'est deux choses importantes en matière d'écologie. Ce qui fait que la coopérative, en fait, très concrètement, c'est quoi ? C'est les gens se prennent en main. C'est ça l'idée de la coopérative. C'est vrai que c'est un peu choquant aujourd'hui, au XXIe siècle, que certains imaginent que leur salut sera seul. Donc c'est clair. Aujourd'hui, les gènes de la coopérative, c'est se prendre en main. C'est aussi pour ça que je me suis engagé auprès des acteurs qui ont repris les centres de la SNCM en Corse. Ils ont un peu une identité forte et une fierté aussi forte que les Léonards. Mais en fait, très concrètement, c'est parce que c'est aux citoyens de se prendre en main. L'État providentiel, ça n'existe plus. La preuve, on prend les transports. La plupart des acteurs publics, il en reste un qui va être un peu chahuté dans les semaines qui viennent, mais sont aujourd'hui hors jeu. Ils ont disparu. En fait, la France est quasiment le dernier pays d'Europe à avoir encore cette idée de l'État-providence. Donc, c'est aux citoyens de se prendre en main. Toutes les idées sont bonnes, et donc ensuite, il faut une volonté. Alexis a donc repris cette volonté de l'idée de la coopérative. Partageons ensemble ce qui nous amènera plus loin. Et plus loin, vous y êtes, elle est toujours valable. Brittany Ferries, son histoire, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ça, c'est l'identité. Aujourd'hui, vous êtes le premier employeur de marins français, on ne le sait pas forcément. Vous êtes la compagnie de ferries la plus importante de France et vous avez 7 à 8% des navires battant pavillon français. Oui. Sacré palmarès, quand même. Et génétiquement, on n'en avait pas besoin, et on ne devait pas être là. Mais il se trouve, c'est Brittany Ferries a continué une croissance au moment où le shipping français était en décroissance. Et notamment les actifs publics. SeaFrance, SNCM, CGM. Donc, à partir de ce moment-là, vous grimpez, les autres descendent, au bout d'un moment, vous finissez par arriver à la première place. Alors, il y a eu des périodes compliquées, malgré tout. Au niveau de l'emploi. Bon, il se trouve aussi que nos navires sont des gros consommateurs de main-d'œuvre du fait de l'accueil, puisque ce sont certes des outils de masse de transport, mais ce sont aussi de très grands hôtels et de très grands restaurants, en taille. Même si je pense qu'on... Au niveau de la qualité aussi, au niveau restaurant. Ouais. C'est pour ça que j'y vais manger régulièrement. Donc, à partir de ce moment-là, on est arrivé à être le premier employeur de marins français. On a créé, là, sur les 6-7 ans même pas, sur 4 ans, on a créé 400 emplois. Donc, ce qui, dans le monde du transport, quelque part, est assez c'est un paradoxe, quoi. C'est quasiment une verrue. Alors, des fois, ça dérange. Mais bon, nous, ça ne nous dérange pas. De toute façon, on n'a pas non plus d'ambition à devenir plus gros que qui que ce soit. On s'en fiche. Vous avez combien de lignes aujourd'hui
Alors, en ligne, c'est assez diffus. Aujourd'hui, Brittany Ferries, c'est un petit peu une toile d'araignée sur l'arc atlantique. Alors, je peux résumer en fait qu'on dessert 5 ports en France, Le Havre, Ouistreham, Cherbourg, Saint-Malo et Roscoff en Bretagne. Et puis 3 ports en Angleterre, 1 port en Irlande et 2 ports en Espagne. Et tout ça pour une douzaine de bateaux. Le 12e arrive là. Et, On l'évoquera tout à l'heure. Et puis ensuite, 2 500 000 passagers. Personnes transportées, puisqu'on compte également les chauffeurs de poids lourds qui sont des passagers, à partir du moment où le poids lourd est dans le garage. Donc, et de ce fait-là, c'est à peu près 700 000 véhicules et 200 000 poids lourds à l'année. Alors, en poids lourd, on est tout petit, si on veut, parce que l'énormité du transport, du transmanche se fait entre Calais et Douvres, Eurotunnel compris. Notre premier concurrent, c'est Eurotunnel, en fait. Puisque Eurotunnel fait le même métier que nous en transportant les véhicules et leurs passagers, autant industriels que véhicules individuels. Donc c'est notre premier concurrent. Mais c'est vrai que la force de Brittany Ferries, c'est sans doute et aussi les territoires que l'on dessert. Parce que finalement, nous sommes des transporteurs de masse, mais si la région Bretagne n'est pas attirante, si la région Pays de la Loire n'est pas attirante, si la région Normandie n'est pas attirante, si l'Ouest français en général n'est pas attirant, pour les Anglais qui souhaitent venir en vacances, ou séjour court ou long, moi, j'ai rien à faire. Justement, il y a une époque où c'était attirant grâce à la parité de l'euro. Est-ce que c'est toujours le cas ? Alors, c'est moins attirant c'est pour moins un portefeuille britannique, c'est absolument évident. Ils ont perdu Et du vous en pouvoir sentez d'achat. les effets ? Les effets, oui. Oui, c'est évident. Alors, oui, sur les réservations de l'exercice en cours. Non sur le passé, c'est-à-dire que la livre sterling a dévissé à partir du référendum du 26 juin 2016. 2016, on n'a pas senti d'effet, on s'attendait tous à une dépression assez forte, il y a un peu eu. En 2017, on s'attendait donc du coup au deuxième effet qui se coule, finalement, qui n'a pas forcément eu lieu. Et là, en 2018, dans les bookings, on sent, tout opérateur confondu, que c'est un peu plus difficile. C'est-à-dire que, en fait, le territoire économique britannique n'est pas en récession, mais quand les autres sont à quasiment 2 points de croissance, ils sont en dessous de 1, quoi. Donc voilà. Bon, mais c'est une monnaie qui est volatile, donc ils vont l'utiliser aussi pour leur avenir. C'est la deuxième monnaie refuge du monde, donc, enfin refuge au niveau de la spéculation. Mais ça veut dire qu'il faut trouver d'autres arguments alors, au niveau de l'attractivité. Oui. C'est clair. Voilà. C'est différent de ce qu'on a connu en 2008, parce qu'en 2008, on a connu une crise une crise financière qui est devenue une crise internationale après la faillite de Lehman Brothers. Donc la livre sterling a connu aussi un impact sur sa valorisation par rapport aux autres monnaies du monde, et notamment à l'euro. Mais par contre, en fait, on est devenu une destination de raison plutôt qu'une destination de cœur. C'est vrai qu'on a plutôt vu nos volumes se maintenir en matière d'accueil. Alors c'est vrai que là, dans le cas, c'est pas complètement avéré, mais je pense que on verra avec les chiffres. Je suis pas un devin, mais je prends un peu d'avance en disant que je pense que les Anglais vont plutôt plus rester chez eux, c'est-à-dire qu'ils vont moins partir. Ils vont gérer un peu. Ouais. Merci Jean-Marc Rouet. On va continuer bien sûr à parler tout au long de cette émission de la Brittany Ferries. Merci Stéphane. Merci Didier. Merci. Moi je vous propose qu'on aille retrouver Billy et qu'on aille voir où il en est. Apparemment il est bien occupé, vous allez voir. Allez Mika, pousse, va chercher les vaches. Hop, allez. Donc là, le danger, c'est de se faire pipi dessus. Non, il n'y a pas de danger. Il y a combien de vaches là aujourd'hui à traire? Là, il y a 50 vaches à traire. 50? Allez Mika. Donc moi, Laurent, je ne ferai qu'une seule vache, je vous le dis tout de suite. Donc apparemment, je suis le bienvenu et allez, elles me font le petit passage, la haie d'honneur. Allez Mika. Allez ma chérie. Oh! Donc elles n'ont pas peur quand on fait ça? Non, il faut aller tout doux, toujours. Et on risque pas de se prendre un coup de sabot ou quelque chose? Donc c'est les petits œufs de nos chères cocottes qui sont allez, là. Avance. Elles ont toutes un petit nom ou pas? Je les connais de moins en moins, mais oui, elles ont toutes un nom. Allez mes mères, on se réveille. Donc là, il y a 2 races différentes ou ce sont les mêmes races? Il y a des races normandes, races Holstein et des croisements Holstein normande et des croisements aussi normande Holstein. D'accord. Voilà. Donc les noirs, ce sont les Holstein. Voilà, noir et blanc. Et les marrons, ce sont les normandes. Normandes, oui. Non, parce que bon, je connais un petit peu quand même le bazar. Donc les vaches, on y va les filles.
Il y a des boiteuses là. Allez, on avance. Moi, Mika, j'ai t'es un peu où peur là? quand même qu'elle me file un... Elle est là. Ouais. Un coup de patte, c'est pas possible ça. Il faut prendre Non, les non, autres non. aussi derrière ou Ouais. pas? Bon, ça y est, c'est bon, tes chaussures sont, Ouais, voilà, je suis sont baptisé. inaugurées. Alors, du coup, on a rentré les vaches. Maintenant, nous allons... je fais attention parce qu'il y a encore des vaches sur le côté et j'ai bien peur qu'elles arrivent. Maintenant, on va s'occuper de la traite. Et du coup, on se retrouve tout à l'heure, Laurence. Je garde mon uniforme et maintenant, on va aller mettre les mains dans le dossier. À tout à l'heure. Et quel dossier, Billy? On a hâte de vous voir à l'œuvre. À tout à l'heure. Alors, petite remarque sur le plateau. Maëlle? Je pense que ces chaussures, elles sont finies. Hein. Ah oui, je pense, ouais. C'est clair. Ça fait beaucoup rire Jean-Marc aussi. Virginie Jourdan et Sébastien Naud nous ont rejoints. Avec vous, Sébastien, tout à l'heure, on parlera d'emploi. Et puis en fin d'émission, on retrouvera notre Billy, bien sûr, sur la traite des vaches. Virginie, avec vous, on va parler d'environnement, mais attention, sous l'angle du numérique. Une fois n'est pas coutume. Vous avez toujours été high-tech comme fille. Oui, donc je me suis penchée, alors je ne suis évidemment pas la première à me pencher sur le bilan écologique du numérique, puisqu'aujourd'hui, le numérique, on a parlé d'autopartage. L'autopartage, il a été favorisé parce qu'il y a des plateformes numériques qui permettent de s'inscrire, de connaître la disponibilité des voitures, etc. Le numérique, c'est aussi la possibilité d'avoir chez soi des applications pour suivre l'énergie à l'intérieur de son domicile, sa consommation énergétique. Donc le numérique, c'est une promesse d'économie d'énergie pour protéger l'environnement. Alors le numérique, c'est aussi tout un dispositif qui en consomme énormément. Et du coup, on sait aujourd'hui que via les consommations d'électricité qui ne sont pas les plus importantes, on consomme environ 10% de l'électricité française va directement aux usages du numérique. Je me suis rendue... C'est énorme, du coup, 10%. Alors c'est énorme. Alors, il faut voir, ça comprend vraiment tous les usages, usage de l'ordinateur, usage de la tablette, usage du mobile, tout ce qui va faire en fait le recours à Internet ou bien aux outils qui permettent d'y accéder. Moi, je me suis rendue à Lannion. On a déjà pas mal parlé de Lannion, du coup, aujourd'hui, à l'intérieur d'Orange Labs, qui est une unité de recherche qui, justement, travaille à réduire la facture énergétique du web. Alors, dans ce centre de recherche, on tente de réduire comment, justement, cette facture énergétique? Alors, la première facture énergétique, on essaie de la réduire vraiment au niveau du data center. Alors, il y a une information qui est intéressante à savoir, enfin, deux informations, je pense, pour les téléspectateurs qui sont importantes. C'est que, d'abord, cette notion de cloud, on en entend beaucoup parler, c'est le nuage numérique à l'intérieur. Le fameux nuage. Le fameux nuage dans lequel on va pouvoir déposer ces données. Plutôt d'avoir ces photos chez soi, eh bien, on les transporte en format numérique et elles sont disponibles H24, enfin 24 heures sur 24, et on a l'impression que c'est dématérialisé. Alors, ce n'est absolument pas dématérialisé puisqu'il faut que ce soit stocké, sauvegardé en permanence pour être accessible. Donc là, on arrive à l'intérieur du data center. Ce data center, il fonctionne, donc on vient de le dire, en continu. Alors, ça veut dire des serveurs, des milliers de serveurs. Vous voyez une unité d'ordinateur, quand donc on a un ordinateur versions, fixe chez soi, et bien là, on en a des milliers qui viennent stocker toutes ces informations et les rendre disponibles. Ça consomme évidemment beaucoup d'électricité et ça crée de la chaleur. Et cette chaleur, il faut la maîtriser puisque sinon, les serveurs ne fonctionnent plus. À l'intérieur d'un data center, on va dire ancienne génération, si l'on prend 100% de l'énergie qui est consommée, 50% va au fonctionnement de ces serveurs et 50% de l'énergie consommée est consacrée au refroidissement des machines. Alors à Lannion, eh bien, ils développent énormément de solutions pour essayer de réduire justement ce phénomène de refroidissement, arrêter d'avoir recours à de la climatisation. Et donc ils le testent, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais via des liquides de refroidissement, donc pouvoir plonger des serveurs à l'intérieur de l'eau, pouvoir mettre des plaques de métal à l'intérieur des serveurs et à l'intérieur de ces plaques de métal, de l'eau froide circule pour refroidir la machine en temps réel. Ça fonctionne puisque dans l'un des plus gros data centers de France qui se trouve en Haute-Normandie, ils ont réussi à réduire la consommation énergétique de plus de 30%. Voilà, et c'est quasiment, il faut savoir que ce data center qui fait plusieurs milliers de mètres carrés, c'est l'équivalent de la consommation annuelle de la ville de Marseille. Consommation d'électricité de la ville de Marseille à l'année. Donc on est vraiment sur de réelles sources de consommation.
Alors, ce n'est pas le énergétique. seul enjeu, les économies d'énergie. Non, alors Il y en ce a n'est pas d'autres. le seul enjeu. On a parlé également de mutualisation. Voilà, alors ça, c'est un terme qui revient aussi tout à l'heure. On parlait de, justement, avec l'autopartage, le fait de mutualiser. Eh bien, les chercheurs de l'Agnon travaillent aussi sur la mutualisation des serveurs. Comment on va les rendre plus compatibles les uns avec les autres. Donc là, on est sur l'informatique, donc peut-être que ça ne parle pas trop, mais il faut juste se dire, voilà, si on a un ordinateur qui travaille sous tel protocole et puis un autre sous un autre protocole, comment on va faire en sorte qu'ils puissent mettre leurs données au même endroit. Et donc, ça va réduire à ce moment-là l'aspect matière première, puisque le numérique, ce sont aussi des cartes électroniques. Les cartes électroniques, pour qu'elles fonctionnent, il faut qu'il y ait de l'or à l'intérieur, pour que les petits circuits puissent conduire le courant et les informations. Tout ça, c'est de la matière première, et tout cela a vraiment un coût très important. Je vais juste donner un exemple. Si l'on prend un ordinateur de 2 kg, donc on voit c'est à peu près les mêmes composants qu'un serveur, un ordinateur de 2 kg, pour pouvoir le construire, il faut 260 kg de combustible. Là, ça compte l'extraction du métal dans le pays, la transformation du métal, l'arrivée dans l'usine, etc. Il faut 22 kg de produits chimiques qui vont être utilisés pour nettoyer l'or, pour avoir accès au cadmium, voilà, tous les métaux rares qui sont utilisés aussi dans ces cartes électroniques et tous ces matériaux, et puis 1,5 tonnes d'eau pour faire fonctionner tout ça. Donc il y a un réel enjeu aussi autour de la matière première. Donc voilà, la sobriété est toujours importante, que ce soit dans notre consommation de produits numériques, objets connectés, mobiles ou autres, et puis dans les temps de connexion, l'envoi des mails, éviter, voilà. Merci Virginie, vous êtes une fille en or, ça je vous le confirme. Allez, la Brittany Ferries, elle aussi, se préoccupe d'environnement. Et bien justement, on va voir comment avec un reportage tout de suite. Et on en reparle juste après. La Brittany Ferries compte une dizaine de navires propulsés jusqu'ici au fioul lourd. Mais dans 2 ans, sur la liaison Ouistreham-Portsmouth, un bateau de nouvelle génération prendra le relais. Ce sera le premier ferry propulsé au gaz naturel liquéfié à opérer sur les côtes françaises. Après avoir installé des filtres pour réduire les émissions de 6 de ses anciens navires, la compagnie affirme ainsi davantage son ambition environnementale. Le GNL aujourd'hui va au-delà de la réglementation actuelle, que ce soit au niveau mondial ou au niveau européen, puisque le GNL va nous permettre de réduire d'ores et déjà notre empreinte CO2, d'améliorer très fortement également les niveaux d'émissions des NOx et également des particules qui aujourd'hui ne sont pas réglementées dans le monde maritime à ce stade. Donc oui, c'est une vraie volonté d'entreprise. Pour concrétiser ce projet, des années d'études ont été nécessaires. Car faute de chaîne logistique, pour ravitailler les navires en GNL, Brittany a dû innover. Elle s'est associée au groupe Total pour imaginer un système unique au monde. En seulement 15 minutes, 2 citernes de gaz sont embarquées sur des remorques et chargées par des portiques, prêtes à alimenter les réservoirs du navire. Pour le développement et la construction de ce nouveau ferry, la Brittany investit près de 200 millions d'euros. On s'était fixé pas plus cher que le fioul lourd. En matière d'investissement, le bateau est certes un peu plus coûteux que si on était sur un fioul lourd classique ou un gasoil classique, mais par contre, en coût, je dirais, carburant et acheminement, on n'est pas plus cher que le fioul lourd, c'est-à-dire ce qu'on connaît aujourd'hui en matière de coût de propulsion. Le nouveau navire de la Brittany Ferries embarquera ses premiers passagers en juin 2019. Il remplacera le Normandie qui sera réaffecté à la liaison Le Havre-Portsmouth. Alors Jean-Marc Rouet, où en est la construction de ce bateau? Vous avez des nouvelles fraîches à nous donner, forcément. Oui. Alors le navire n'existait jusqu'à présent que sur papier ou dans les outils dans les numériques. data centers. Il est physiquement visible aujourd'hui puisqu'on a fait la découpe de la première tôle lundi de la semaine dernière, donc il y a une semaine. Voilà. Donc, il est construit en Allemagne. Il est construit en Allemagne. C'est vrai que nos premières ambitions il y a quelques années étaient chez STX France, mais il se trouve que STX France a eu un tel redressement qu'aujourd'hui le chantier est complet jusqu'en 2026 et j'ai pas envie d'attendre 2026 pour avoir un bateau neuf. Donc c'est en Allemagne et donc le bateau sera dans le reportage c'est dit sera à peu près un peu plus d'1 an. Quoi. Allez, juin 2019 on va attendre. Pourquoi la Brittany Ferries a fait le choix d'abandonner le fuel pour choisir une propulsion de ce type au gaz naturel liquéfié? On abandonne pour ce bateau-là. Oui, les autres doivent continuer à avancer. Oui, mais vous avez déjà installé des filtres, des filtres à fumée. Vous avez déjà cette volonté? C'est-à-dire que dans les choix des armateurs, quand on construit un navire, c'est pour 25-30 ans. Il y a sans doute, dans les 25-30 ans qui vont venir, des énergies qui vont être encore plus innovantes en matière d'environnement. Aujourd'hui, j'ai un choix.
je construis un bateau neuf, je dois être dans le match des 25-30 années qui viennent. Potentiellement, le moteur à l'hydrogène sera peut-être, ou l'admission d'autres carburants dans un carburant classique permettra d'économie. Mais aujourd'hui, la seule technologie fiable et réelle sur laquelle je puisse m'investir, c'est le GNL. Et au bénéfice d'une éco-responsabilité. Donc, on connaît tous aujourd'hui les engagements RSE des entreprises, ça en fait partie. On a un choix. Il a fallu aussi, malgré tout, que économiquement ça passe. Et donc, le responsable du pôle armement et opérations et études et projets, Frédéric Pougel, l'a expliqué dans le reportage sur le fait que c'est aussi un engagement qui permet d'aller au-delà de la réglementation. Ça veut dire qu'il faut être réaliste. On ne pourrait pas propulser un bateau comme ça à l'hydrogène. Il faudrait un autre bateau à l'hydrogène pour tirer ce bateau à l'hydrogène. Aujourd'hui, le moteur à l'hydrogène ou la pile à l'hydrogène, ça marche. Il n'y a pas de sujet. Il y a 9 chances sur 10 que chacun d'entre nous, autour de la table, un jour, on aura un véhicule à hydrogène automobile. Par contre, aujourd'hui, ces moteurs-là sont une telle taille pour produire les 27 000 chevaux du navire, là, qu'en fait, il faudrait imaginer le Honfleur et un autre bateau d'équivalence qui, lui, produisent énergie pour propulser le premier. Donc, évidemment, voilà. Alors, il y a l'autre solution, c'est de construire un bateau 2 fois plus grand. Ça marche aussi. C'est les bateaux de la CMA-CGM. CMA-CGM s'engage sur 10 navires au GNL. Le problème, c'est que du coup, il rentrera une fois à Ouistreham, mais il n'en sortira plus. Ce qui est un peu embêtant. Donc, ce n'est pas non plus l'objectif. D'accord. Je vois que ça vous fait réagir, Maël. Qu'est-ce que vous pensez de cette volonté, justement C'est aussi nécessaire pour la croissance de l'entreprise. C'est-à-dire que le fioul lourd, voilà, on sait très bien que ce n'est pas une énergie d'avenir. Et les solutions telles que l'hydrogène, oui, c'est séduisant, mais voilà, il faut que ça marche aussi. Comme disait Jean-Marc, il faut que le bateau puisse sortir du port après. C'est ça. Est-ce que le but, c'est que toute la flotte soit équipée à terme? Est-ce que ça, c'est envisageable, réalisable? Ah oui, ça viendra unité par unité, mais il se trouve que l'Armorique, le bateau aujourd'hui le plus jeune que l'on ait, l'Armorique, il est de 2008. Je n'ai pas l'intention de le changer tout de suite, parce qu'il faut l'amortir, il faut rembourser la dette d'abord, il faut l'amortir ensuite. Donc on va utiliser, mais ce bateau est équipé aujourd'hui d'un filtre à fumée, donc il est déjà moins efficient qu'une bonne partie de la flotte mondiale. Donc il est déjà, je dirais, dans le match, si on veut. Mais il a bénéficié de la technologie disponible au moment où il a été construit. Voilà, aujourd'hui, on évolue. Et oui, c'est une ambition de faire en sorte que le GNL, je prends une formule rapide parce qu'on est un peu en retard, c'est l'énergie d'avenir de la Brittany Ferries. D'accord, votre choix. D'autant plus que mes actionnaires savent le produire. Oui. Puisqu'on parle d'avenir, le 28 avril, vous allez lancer une nouvelle ligne. Expliquez-nous un petit peu. Alors, le Brexit a créé des effets, évidemment, sur le territoire britannique, mais en fait, il y a des effets, je dirais, périphériques, notamment pour la République d'Irlande, ou pour l'île irlandaise, mais la République d'Irlande en particulier, pour la simple et bonne raison que ce territoire, qui va rester un territoire européen, à la sortie donc du Royaume-Uni, aujourd'hui, 80% de l'acheminement de ces marchandises passe par le territoire du Royaume-Uni pour rejoindre la République d'Irlande. Évidemment, ce n'est pas complètement satisfaisant, puisque vous ne maîtrisez pas dans votre stratégie le passage douanier. S'il y a un passage douanier entre le continent et le Royaume-Uni, et ensuite le Royaume-Uni et la République d'Irlande, ils vont payer 2 fois le Brexit. Donc évidemment, ce n'est pas satisfaisant. Donc nous avons été fortement sollicités, mais en même temps, on a un peu d'esprit. Donc on a réfléchi si potentiellement on n'avait pas intérêt à être une fois de plus dans le match de la stratégie post-Brexit. Et donc le projet qui a été construit donc d'augmenter notre fréquence au départ de la Bretagne vers l'Irlande, notre port de destination qui est Cork, c'est un premier point. Donc on multiplie par 2 si on veut, parce qu'on ne faisait qu'un départ par semaine, on en fera 2. Et ensuite, le deuxième point, c'est donc de rejoindre directement l'Irlande, l'Espagne, qui est un autre territoire continental qui a une grosse relation autant aux marchandises, pour tout ce qui est notamment produits frais durant l'hiver, et en même temps passagers, parce que c'est la première fois qu'il y aura une offre pour transporter des passagers holidays irlandais vers l'Espagne. Ça n'existe pas. Donc on innove, et c'est le territoire de très très loin, le premier territoire de destination des Irlandais qui quittent leur territoire pour leurs vacances. De très très loin, l'Espagne est leur première place privilégiée. Donc une liaison
Cork Santander en Espagne à venir pour le mois d'avril 2018. Merci beaucoup Jean-Marco d'avoir été à nos côtés. Je me tourne vers vous, Sébastien, puisqu'on va parler d'emploi. Et ça, les téléspectateurs, ça les intéresse forcément. D'emploi en Bretagne, ça recrute ici chez nous. Oui, tout à fait, ça recrute fort. Et j'ai fait le choix ce matin de vous parler de 3 entreprises. Une qui s'appelle Sudbury, Claude et Fils exactement, hein, pour être encore plus précis, parce que c'est une entreprise familiale. Et j'ai rencontré le dirigeant qui s'appelle Sébastien Sudbury, qui, j'avais l'impression d'être à Rungis, quelque part. C'était assez, ça devait être animé. c'est assez atypique, enfin, pour ma part, et très animé, le jour, la nuit. Et il s'avère que c'est une entreprise qui a 80 salariés aujourd'hui et qui était en recherche de personnes pour se développer, parce qu'ils connaissent une croissance. Donc 2 postes rapidement. Un premier qui est en téléconseiller. Nous avons une personne qui est en congé maternité, donc il cherche quelqu'un pour venir simplement la suppléer. Mais si cette personne se plaît et s'épanouit sur ce poste-là, peut déboucher très rapidement sur un CDI. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste à faire la relation avec les clients, puisque Sudbury, petit rappel, c'est un distributeur, une centrale un peu de distribution. Des maraîchers viennent déposer leurs légumes, les produits de la marée également, et redistribuent à la grande distribution, à des restaurateurs, tout un ensemble de clientèle. Donc ce téléconseiller fait la relation. Donc il faut avoir une aisance relationnelle avec l'outil téléphonique, vous en doutez. Et par la même occasion, il cherche aussi un conseiller commercial qui va aller voir cette fois-ci la grande distribution, puisqu'ils sont vraiment implantés sur Rennes, mais vraiment le Grand Ouest. Donc, alors, une personne qui soit capable justement d'aller voir cette grande distribution. Alors Brest également, à Brest. Brest, alors c'est l'histoire d'un chef d'entreprise qui s'appelle Frédéric Moelle, qui donne des cours. Alors sa petite histoire très rapide, hein, il était étudiant, il donnait des cours d'anglais, sa voiture est tombée en panne, et à un moment donné il s'est dit il faut que je trouve une solution. À l'époque c'était MSN, je ne sais pas si vous vous souvenez. MSN, donc il donnait ses cours par MSN, et puis il s'est dit bingo, je vais créer un logiciel de visioconférence, et je vais aller chercher des profs en Angleterre, aux États-Unis, un peu partout dans les pays, pour donner des cours en direct live. Donc vous avez un prof qui est à Cork, par exemple, et qui va vous apprendre votre langue avec l'accent. Et là, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il a tellement de demandes qu'il n'arrive pas à les traiter. C'est-à-dire qu'il a 40 demandes d'informations par jour. Et aujourd'hui, il cherche un conseiller commercial formation qui soit capable d'aller voir ces entreprises, ces demandes, pour présenter cette visio et son outil de visioconférence. Et ben voilà, c'est parfait. Si on est intéressé, on vous écrit sur ce mail qui s'affiche. Exactement. Et puis on vous retrouve la semaine prochaine, Sébastien. Très Merci bien. infiniment. Que diriez-vous de rejoindre notre ami Billy? On va voir où il en est, justement, notre Billy. Je pense qu'il est au cœur du dossier, comme il dit. Alors, Laurence, nous voilà maintenant dans le vif du sujet. Nous avons rejoint la salle des traites. Alors, on ne parle pas très fort parce qu'ici, les vaches, elles ont l'habitude d'être au silence. Et pour pouvoir sortir le meilleur d'eux-mêmes, il faut être tranquille. Alors, je tiens à préciser Super Sol Vintage, puisque cette salle de traite a plus de 50 ans. Donc, j'y vais. On va aller maintenant traire une vache. Alors, il faut faire quoi en première étape? Donc alors il y a 3 étapes. D'abord le nettoyage de la mamelle. Ensuite on met la griffe pour extraire le lait. Ça c'est la partie air, la partie lait. D'accord. Et on risque pas de se prendre un petit... Tiens, allez. Voilà. Donc là Laurence, apparemment, vous aviez bien envie que ça m'arrive. Donc on a eu un petit pipi à droite. J'espère que mademoiselle, alors on ne sait pas son nom, hein, ne va pas faire la grosse commission. Hein. Donc là on est un peu tranquille. Donc, alors, du coup, on lave. Je te montre comment je sais pas si tu as vu comment on faisait tout à l'heure là. Non. Alors c'est une lavette par vache et on nettoie la mamelle comme ça. Donc celle-ci elle est faite. Je te propose que tu puisses faire celle-ci. Je peux y aller, elle va pas... Ouais, vas-y, ouais, je t'ai choisi les bonnes vaches là. Ok, ça va. Des vaches gentilles. Là, tu commences par l'extérieur toujours. Toujours à l'extérieur. Voilà. Et tu fais les 4 rayons. Donc là, comme ça. Ouais. Tu nettoies bien l'extrémité du trayon. D'accord. Là, elle doit se dire, j'ai pas l'habitude. Donc là, je pense qu'on a bien fait le nettoyage complet. Alors, je les fais toutes comme ça? Non, on va brancher d'abord les deux, là, si tu veux. Et les salles, on met ça dans le fond? Voilà. Ok, parfait. ça marche. Donc, je te montre pour la première. Donc, on va emmancher. Voilà, tu mets ta griffe comme ça. Ok. Tu as l'ouverture. Ah oui. Ensuite, tu regardes même pas où sont les crayons. Tac, directement. Et l'extérieur arrive. Je sais où ils sont, moi. Ok. Bon, voilà. Ça marche. Bon, celle-ci, elle est gentille, là, tu peux y aller. Celle-ci, elle est gentille. Tu la tournes comme ça. Alors, je prends... Ah, c'est... Comme ça. Ça pèse son poids quand même. Donc, voilà. Comme ça, attends. Voilà. Alors.
Ok, comme ça? Voilà, comme ça, il faut que ça Là, soit droit. d'accord. Ça, l'arrière et l'avant. Et j'allume avant de mettre? Oui. Et alors, 1, 2, et je commence par laquelle? Extérieur. Là, ça fait pas de bruit. C'est normal? Parce que c'est pas où? Si, c'est bon. Très bien. Hop là. Voilà. Bah ça, mettre... Oula. Mettre ça dedans. Nickel. Ok, et le lait sort directement chaud, là. Voilà, tu vas voir, le lait, il est là. Voilà. Ah ouais. Tu vois. Ok. Bon, bah écoutez, Laurence, je pense que là, j'ai relevé le défi. J'ai trait une vache. Enfin, j'ai quand même avant pris quelques petits caca en volée comme ça. Donc, eh ben, j'attends maintenant le nouveau défi. Alors, le prochain défi, c'est traire une vache à la main. À la main? Voilà. Je pensais Donc, en être sorti, mais apparemment, Pascal n'a dit voilà. non. Donc, Billy, je tu vas pas te laisser faire comme ça. Vache comme ça. Donc, on fait à la main, vraiment? Voilà. Alors, tu fais... Regarde bien. J'ai jamais fait ça. T'as jamais fait? Non. Regarde. Enfin, j'ai jamais fait tout court. Mais... Ah, la vache. Et par derrière, comme ça? Non. C'est pour que... Ah oui. Qu'on puisse se filmer, quand même. Ok. Donc là, je prends à la base et j'appuie. Ouais. Pas trop fort, hein, parce que tu vas te prendre un coup de pied. Ah bah oui, bah non, doucement Mimi, hein. Parce que... Oh là là, j'ai peur de lui faire mal, moi. Ouais. Ok. Et pourquoi moi ça sort pas? Bah, je sais pas. Ça. Ah oui, en fait il faut... Voyez, le petit... Hein? Faut que... Voilà, c'est comme la T'as le petite dernière sphincter, goutte, là. ce qu'on appelle le sphincter dans le bout du crayon. Et il faut qu'il soit bien dilaté, quoi. Non mais là, j'ai peur de lui faire mal à ma mère, là. Oh la vache, on sent la maîtrise hein, du mec, hein, quand même. Alors attends, est-ce que si je mets ma main comme ça... Ah oui! Ouais. Mais... Bon, alors par contre, ça marche qu'une fois. Et Ouais, après... il faut laisser l'air redescendre de... Ah! Tu vois. Attends, Il je voulais faut commencer goûter. par serrer le haut. Et on peut goûter comme ça, là, directement? Ouais. Vas-y, tu vois. Alors. Ah ouais. Excellent. T'as pas un verre avec toi? Non, on n'a pas de verre, c'est pas grave. Mais là, franchement, on sent bien... Oh la vache, je m'en suis mis partout. Alors Laurence, bah voilà, donc j'ai fait le défi complet. À la main la bouffe, à la main le lait. Donc là maintenant, je pense que je peux... Oh là, attention, elle va s'énerver. Je suis capable de relever n'importe quel autre défi. Donc bah à bientôt pour un autre défi. Merci Billy. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui a une idée de prochain défi pour vous, Billy. Jean-Marc, une petite idée? Oui, il y en a deux. Donc, aller démarier les artichauts et couper des choux-fleurs. Ok, d'accord. Allez, Billy. Chiche, on verra ça la prochaine fois. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à vous, chez vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ce midi, nous ferons le point dans le JT présenté par Valérie Chaupoin sur la neige qui est arrivée en Bretagne. Quant à nous, on se retrouve demain, 9h50. Soyez au rendez-vous parce qu'on vous réserve encore de belles surprises, bien entendu. Notre invitée fil rouge, ce sera Nathalie Sarabezol, la présidente du conseil départemental du Finistère. Vous découvrirez aussi qu'il existe une biennale internationale d'aquarelle dans le Léon. Et oui, vous ne le saviez pas forcément. Vous le saviez, vous? Non. Jean-Marc, oui. Eh ben voilà. Marielle non plus? Non plus. Bon, allez, comme quoi vous allez apprendre plein de choses. Et puis en bon breton, on parlera également de votre santé et on parlera de la luxation congénitale de la hanche. Vaste sujet. Et ouais. Oui. Bon, très bien. Ça inspire tout le monde. Allez, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous, même sous la neige. À demain, 9h50.